Dr. Bassem Naim, thank you for joining me. Dr Bassem Naim, merci de me rejoindre. Je vous en prie. En ce moment, nous sommes dans la première phase de ce qu'on appelle le cessez-le-feu. Pendant cette période, Israël a tué plus de 360 Palestiniens. Il ne respecte pas ses obligations en matière d'aide humanitaire. Il bloque encore de nombreuses fournitures essentielles. Maintenant, il y a une pression pour passer à la deuxième phase, où Netanyahou affirme que le Hamas se désarmera, et c'est l'objectif principal d'Israël. Selon vous, quel est l'état actuel de ce soi-disant cessez-le-feu? Et allez-vous vous désarmer? Le Hamas se désarmera-t-il au cours de cette deuxième phase? Will Hamas disarm during this second phase? Thank you very much for having me with you here in Doha. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ici à Doha. Lorsque nous avons reçu la proposition au départ, il nous est apparu clairement qu'une partie des exigences relevait de la responsabilité du Hamas et des autres factions de la résistance. Beaucoup d'autres questions sont plus ou moins des questions palestiniennes générales. Les Palestiniens doivent en décider eux-mêmes lorsqu'il s'agit de l'avenir de Gaza, de l'avenir de la résistance, de l'avenir de l'État et de toutes les autres questions. C'est pourquoi le Hamas a signé l'accord de Sharm el-Sheikh dans ce contexte. C'est-à-dire que c'est ce que nous pouvons faire du point de vue du Hamas, conjointement avec les autres factions palestiniennes directement impliquées dans la bataille dans la bande de Gaza. Et cela a été considéré par les Américains, par les médiateurs, comme la phase en face à face. En ce qui concerne la première phase, le Hamas a rempli ses obligations, on pourrait dire à 100%. Nous avons remis tous les prisonniers et nous avons presque terminé de remettre tous les corps dans la bande de Gaza. Nous avons respecté totalement l'accord de cessez-le-feu, mais au contraire, Israël n'a respecté aucun élément ni aucune partie de celui-ci. Comme vous l'avez mentionné, jusqu'à aujourd'hui, 58 jours après l'accord de cessez-le-feu, plus de 350 Palestiniens ont été tués pendant cette période. La plupart d'entre eux sont des enfants, des femmes, des personnes âgées et d'autres civils. Plus de 950 ont été blessés. En moyenne, il y a eu plus de 640 à 650 incidents pendant cette période, ce qui signifie que toutes les 24 heures, nous avons eu au moins 10 à 12 incidents, une nouvelle attaque du côté israélien. Cela pouvait être la démolition d'une maison, le meurtre d'un Palestinien, le déplacement de la ligne jaune, une attaque contre des pêcheurs, et ainsi de suite. Par conséquent, malheureusement, et comme beaucoup s'y attendaient, malgré toutes ces violations, qui ont été signalées de manière très professionnelle aux médiateurs et aux Américains, aucune mesure n'a été prise pour obliger Israël à respecter cet accord. Au contraire, lorsqu'il s'agit de demandes israéliennes, tous les acteurs travaillent jour et nuit, sans relâche, pour satisfaire ces exigences. Mais lorsqu'il s'agit des Palestiniens, par exemple, le passage de Rafah devait être ouvert immédiatement après la remise des derniers prisonniers israéliens encore en vie. À ce jour, Rafah reste fermé. Des milliers de blessés, d'étudiants, de femmes et d'enfants attendent de quitter la bande de Gaza. Des milliers d'autres attendent également de revenir à Gaza pour rejoindre leurs familles. Mais Netanyahou, malgré cela, refuse. En ce qui concerne l'aide, environ 500 camions entrent aujourd'hui à Gaza, mais la plupart transportent du commerce, des affaires, du profit. Au maximum, un tiers de ce qui entre à Gaza est de l'aide, et même cela ne répond pas aux besoins de la population. Pouvez-vous imaginer qu'aujourd'hui nous négocions à propos des œufs, de la viande congelée? Nous négocions à propos de choses très simples. La liste des soi-disant articles à double usage en compte des milliers. J'ai entendu hier que les Américains et d'autres, au centre CMCC, avaient réussi à convaincre les Israéliens d'en autoriser 15 parmi ces milliers à entrer dans la bande de Gaza. Selon l'accord, nous sommes censés faire entrer à Gaza des engins lourds pour dégager les décombres, rouvrir les rues,
et retrouver nos corps, nos êtres chers. Des milliers de femmes et d'enfants, de frères et de sœurs, sont encore sous les décombres aujourd'hui, plus de 2 ans plus tard. Nous devons prendre des mesures claires pour réhabiliter l'électricité, le réseau d'eau, les municipalités, les hôpitaux et les cliniques. Rien de tout cela n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Par conséquent, lorsque nous parlons de la deuxième phase, on ne peut pas vraiment dire que le Hamas en est l'acteur principal, car comme je l'ai dit, de nombreuses questions concernant la deuxième phase doivent être résolues par l'ensemble des Palestiniens. Toutes les factions, y compris l'OLP, la paix, et ainsi de suite. Mais comment pouvons-nous passer à la deuxième phase si Israël continue de violer la première phase qui est bien plus simple et plus claire? C'est simple. Vous remettez les prisonniers, vous récupérez vos prisonniers, vous ouvrez les frontières, vous laissez entrer l'aide, vous commencez le processus de reconstruction. Rien de tout cela n'a eu lieu. Par conséquent, je pense que parler de la deuxième phase est une question très problématique et très complexe. Mais en ce qui concerne cette deuxième phase, je pense que les Palestiniens ont été marginalisés dans toutes les structures qui s'en occuperont, qu'il s'agisse du Conseil de paix, de l'organe exécutif ou de l'organe technocratique. Les Palestiniens, en général, ont été totalement marginalisés. Ils ne font partie d'aucune de ces structures. Je pense que nous avons beaucoup à dire. Tout d'abord, en ce qui concerne le Conseil de paix, après 100 ans de lutte, instaurer une nouvelle tutelle, comme le mandat britannique après la déclaration Balfour, me semble injuste. Et aucun Palestinien, pas seulement au sein du Hamas, n'acceptera une répétition aussi évidente du mandat britannique ou toute autre forme de tutelle. Par conséquent, nous l'avons dit clairement. Oui, d'accord, maintenant, c'est une affaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Malheureusement, le Conseil de sécurité de l'ONU a donné aux Américains tout le soutien et l'autorisation nécessaires pour mettre en œuvre ce plan, sans aucune terminologie claire, parfois même en contradiction avec les résolutions de l'ONU. Mais nous avons dit, d'accord, si c'est, de facto, pour avoir un conseil de paix, la fonction de ce conseil de paix doit se limiter uniquement à superviser la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu, s'assurer que toutes les parties respectent leurs obligations, superviser, financer et aider à la reconstruction de la bande de Gaza, aider les Palestiniens à reprendre leur vie. Mais pas plus que cela. Ne pas intervenir directement dans la vie des Palestiniens, dans leur manière de se gouverner, leurs lois, leur système judiciaire ou même leurs questions de sécurité intérieure. En ce qui concerne l'ISF, Klaus gesagt wie inspektionsne. International Stabilization Force, Force internationale de stabilisation. Nous avons dit, oui d'accord, nous accueillons favorablement toute force présente près des frontières pour séparer les parties entre les Palestiniens et les Israéliens, afin de superviser la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu, de signaler les violations et de prévenir toute forme d'escalade. Mais selon la vision des Palestiniens, de tous les Palestiniens d'ailleurs, cette force ne doit rien avoir à faire à l'intérieur des villes. Elle n'a aucun rôle ni aucune mission à accomplir à l'intérieur des villes, aucune implication dans la vie quotidienne palestinienne, ni auprès des citoyens palestiniens ordinaires. Donc, vous soutiendriez une force stationnée à la périphérie de Gaza, agissant essentiellement comme une barrière entre la population de Gaza et l'armée israélienne, mais sans être à l'intérieur de Gaza. Oui, c'est notre position claire, la position de tous les Palestiniens. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que c'est presque la même position que celle de tous les pays arabes et islamiques. C'est pourquoi de nombreux pays hésitent encore à envoyer leurs soldats à Gaza, car la situation n'est toujours pas claire.
Mais laissez-moi vous poser une question. Vous avez mentionné ces pays étrangers, y compris les États du Golfe. Ils ont soutenu le soi-disant plan de paix en 20 points de Trump. Il a été codifié, comme vous l'avez dit, dans la récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été adoptée. La Russie et la Chine ne l'ont pas mis en veto. Et ce plan prévoit effectivement le désarmement du Hamas, ce sur quoi Israël va se concentrer. Existe-t-il des conditions dans lesquelles le Hamas accepterait de se désarmer? Tout d'abord, nous, Palestiniens, ne pouvons pas dire que nous étions heureux d'apprendre que tous ces pays avaient soutenu le plan Trump sans aucune modification visant à le rendre plus équilibré. Malheureusement, ce plan aborde des questions majeures, de grands sujets, mais sans aucun détail, sans plan d'exécution clair. Comment le mettre en œuvre? Comment former un conseil de paix? Qui forme ce conseil? Où se situent les limites? La FSI, la Force internationale de stabilisation, l'organe exécutif, et la relation entre cet organe exécutif et l'organe technocratique qui gouverne Gaza. Toutes ces questions sont rédigées dans un langage vague, sans aucun détail. Nous avons donc été totalement choqués qu'elles soient adoptées au Conseil de sécurité de l'ONU. Je crois que la plupart de ces pays ont soutenu le plan et la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU uniquement dans l'idée de mettre fin à ce génocide. Ils étaient sous la menace que s'ils n'acceptaient pas le plan, la guerre reprendrait, et que Netanyahou et son gouvernement recevraient tous les feux verts et le soutien nécessaire pour poursuivre le génocide. C'est à peu près ce que l'administration Trump a dit. L'ambassadeur des Nations Unies, Mike Welch, a déclaré que si vous ne souteniez pas cela, vous seriez responsable de toute reprise de la violence. Oui, c'est bien ça. Même si la violence continue, il y a de véritables bombardements à Gaza. Oui. En ce qui concerne la question du désarmement, je dois exposer notre position dans le contexte suivant. Nous, Palestiniens, sommes un peuple sous occupation, et ce depuis 67 ans. L'histoire n'a pas commencé le 7 octobre. Ce génocide a lieu depuis 67 ans, mais à un rythme plus lent. Peut-être que tout le monde ne le sait pas. Entre 2000 et 2023, je veux dire avant le 7 octobre, 20 000 Palestiniens ont été tués dans différentes régions. Mais cela se produisait quotidiennement. 5 ici, 7 demain, à Naplouse, à Hébron, à Gaza, et ainsi de suite. Par conséquent, cela n'a pas commencé le 7 octobre. Nous sommes toujours occupés. Nous avons pleinement le droit de résister à l'occupation comme tous les peuples sous occupation l'ont fait. En France, en Algérie, au Vietnam, en Afrique du Sud. Je pense que le droit international garantit aux peuples sous occupation le droit de résister par tous les moyens, y compris par la résistance armée. Mais si l'on parle de la situation actuelle, en termes de réalpolitik, on peut dire, d'accord, nous pouvons discuter de cette exigence de désarmement du Hamas. Mais d'abord, dans ce contexte, personne ne peut nous dénier le droit de nous défendre et de résister à l'occupation. En même temps, il devrait y avoir une voie politique claire, avec un calendrier bien défini, menant à un État palestinien. Alors nous serions prêts à remettre toutes ces armes au nouvel État palestinien indépendant et à intégrer nos combattants dans son armée. Avant cela, nous pourrions envisager un accord de cessez-le-feu de 5, 7 ou 10 ans. Pendant cette période, si nous avons une vision d'une solution politique et d'un cessez-le-feu durant 5 à 10 ans, nous pourrions envisager de stocker ou de geler les armes. Mais je ne pense pas qu'aucun Palestinien soit aujourd'hui prêt à être désarmé ou à remettre son arme à quelque parti que ce soit. Car de l'autre côté, je n'ai aucune garantie qu'Israël ne nous attaquera pas encore et encore. Le deuxième jour après le désarmement,
J'imagine très bien Israël demander à Tsahal de quitter la zone dans les 24 heures. Et dans les 48 heures, les chars israéliens seraient partout dans la bande de Gaza. Peut-être même ici à Doha aussi, où ils t'ont déjà attaqué, peut-être. Je vois aujourd'hui ce que les Israéliens font au Liban, par exemple. Il y a un accord, un cessez-le-feu, des garants. Et malgré tout cela, ils attaquent chaque jour, partout. Par conséquent, le terme désarmement, à mon avis, n'est acceptable pour aucun Palestinien, pas seulement pour le Hamas. À moins que nous ayons une approche globale, avec des négociations politiques dans un délai limité et un processus bien défini. Nous ne sommes pas prêts à répéter l'histoire des accords d'Oslo. Au lieu de 5 ans, nous en sommes maintenant à 32 ans. Et au final, nous n'avons rien, un grand zéro, ou même pire qu'un grand zéro. Nous parlons de plus de colons, de plus de confiscations, de plus d'annexions. Par conséquent, le terme désarmement, je pense, est totalement rejeté par tous les Palestiniens. Mais nous sommes prêts à adopter une approche globale, d'abord, pour séparer la voie humanitaire de toutes les autres questions. Nous ne pouvons pas accepter que Netanyahou insiste pour faire du chantage aux Palestiniens en utilisant leurs besoins, nourriture, médicaments et liberté de circulation au point de passage, afin de mettre en œuvre ses propres plans de sécurité. Nous devons complètement séparer ces questions. Cela n'a rien à voir avec la sécurité ou les enjeux politiques. Deuxièmement, nous devons voir une véritable démarche politique pour négocier un État palestinien sur les frontières de 1967, puis trouver des arrangements sécuritaires qui permettraient une trêve à long terme, en gelant ou en stockant les armes, afin qu'elles ne soient pas utilisées du tout pendant cette période. Nous demandons également que nos dispositifs de sécurité soient protégés contre les attaques israéliennes. Israël contrôle totalement la bande de Gaza et peut l'attaquer à tout moment, n'importe où. Je pense que dans ce contexte, nous pouvons discuter de la manière d'organiser la question des armes. Mais restons sur cette question de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous avez maintenant une mesure approuvée au niveau international. Encore une fois, la Russie et la Chine ne l'ont pas mise en veto et les États du Golfe l'ont soutenue. Mais elle essaie de ménager la chèvre et le chou. Elle dit que le Hamas doit se désarmer et comme vous le disiez, elle n'offre aucun chemin vers l'autodétermination. Tout ce qu'elle dit, c'est « Nous reconnaissons l'autodétermination comme l'aspiration du peuple palestinien. Et peut-être qu'un jour, si l'autorité palestinienne se réforme selon nos attentes, nous pourrons accorder aux Palestiniens un État. » Vous dites que ce n'est pas suffisant. Donc, s'ils ne sont pas disposés à vous donner une voie vers l'autodétermination, le Hamas ne se désarmerait pas. Mais vous seriez ouvert à une trêve à long terme. Est-ce exact? Regardez, combien de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU ont été adoptées concernant la Palestine ou le conflit israélo-palestinien jusqu'à aujourd'hui? Beaucoup. Pourquoi celle-ci, en particulier, devrait-elle être appliquée par tous les moyens? La première, lorsque Israël a été reconnu comme membre à part entière de l'ONU, reposait sur 2 conditions. Premièrement, la création d'un État palestinien indépendant. Deuxièmement, le droit pour les Palestiniens de retourner dans leur foyer. Telles étaient les conditions. Par conséquent, la légitimité de l'État d'Israël est sérieusement remise en question. Tout d'abord, je parle des résolutions de l'ONU, les résolutions du Conseil de sécurité de 1948, 1949 et 1950. Donc si nous voulons appliquer la légitimité internationale, le droit international ou les résolutions de l'ONU, nous devons les aborder comme un ensemble. On ne peut pas être sélectif et ne retenir que ce qui sert les intérêts israéliens. L'autre point est le suivant. Même lorsque nous discutons de cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, elle parle d'ouvrir les frontières,
de permettre l'entrée de toute l'aide à Gaza, d'ouvrir Rafah dans les deux sens, de protéger l'aide humanitaire et d'appeler à un cessez-le-feu total. Comment puis-je parler d'un cessez-le-feu total et de la mise en œuvre de la soi-disant deuxième phase alors que les Israéliens continuent de tuer notre peuple? Nous parlons de 350 morts et de 950 blessés. Par conséquent, soit nous prenons le tout, soit nous laissons le tout. En ce qui concerne ce à quoi ressemblerait l'autodétermination, vous avez mentionné les frontières de 1967. Est-ce la position officielle du Hamas que si Israël proposait réellement, pour la première fois ce qu'il n'a jamais fait, malgré beaucoup de propagande, un État palestinien en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem-Est, ce qui pour les Palestiniens constitue déjà un grand compromis, seulement 22% de votre patrie volée, pour le Hamas, cela suffirait-il? Serait-ce une forme légitime d'autodétermination? Un État sur cette petite parcelle de terre? Écoutez, tout d'abord, je pense que nous devons utiliser une terminologie différente pour être juste. Pourquoi Israël devrait-il offrir? Ce n'est pas le devoir d'Israël d'offrir. C'est notre droit légitime d'avoir un État indépendant, et Israël est reconnu par l'ONU comme un État souverain sur la base de l'existence d'un autre État palestinien. Par conséquent, ce n'est pas un geste de la part d'Israël d'offrir ou de ne pas offrir. C'est un droit légitime, indépendamment de la position des Israéliens. Et c'est le devoir de la communauté internationale d'utiliser les 7 principes ou le chapitre pertinent du Conseil de sécurité de l'ONU pour obliger Israël à respecter le droit international et à accorder aux Palestiniens tous leurs droits légitimes. Mais lorsqu'il s'agit d'un État palestinien indépendant, nous, au sein du Hamas, avons dit à plusieurs reprises que si tous les Palestiniens parviennent à un terrain d'entente et s'accordent sur un État indépendant et souverain sur les frontières de 1967, nous serons très coopératifs, très positifs, très ouverts d'esprit. Nous sommes prêts à faciliter cela. Mais encore une fois, cela signifie un État pleinement indépendant et une garantie du droit au retour pour tous les Palestiniens qui ont été expulsés de force en 1948 de leurs maisons, villes et villages. C'est à la fois un droit individuel et collectif. Personne ne peut me refuser le droit de retourner dans mon ancien village ou ma ville. Ensuite, ce sera la décision de ce futur État. It is the decision of this future state. It is not the decision of each party. I am not asking. Ce n'est pas la décision de chaque parti. Je ne demande pas à chaque Américain, individu, hommes et femmes ou parti, quelle est leur position vis-à-vis de Taïwan. C'est une décision d'État. Reconnaître ou non Taïwan comme un État indépendant ou comme une partie de la Chine. Attribuer le siège au Conseil de sécurité de l'ONU à la Chine ou à Taïwan. C'est une décision de l'État. Par conséquent, si tous les Palestiniens acceptent cela, nous le faciliterons. Nous serons très positifs. Il faut que ce soit un État pleinement indépendant et souverain. Les Palestiniens ont le droit total au retour. Ensuite, que l'État reconnaisse ou non Israël, c'est une question pour l'avenir. Si nous restons dans cet état pendant 10, 20, 30, 40 ou 50 ans, il se pourrait qu'une nouvelle génération émerge, capable d'envisager d'autres options. La coexistence, un seul État pour tous les groupes. C'est une question d'avenir, une question hypothétique. Car je pense qu'il est injuste de demander aujourd'hui à quelqu'un qui a vu de ses propres yeux son père, sa mère, ses frères et sœurs tués devant lui, exécutés en direct par des soldats israéliens et soutenus par le gouvernement israélien. De lui demander, à lui victime acculée dans le coin de la prison qu'est la bande de Gaza, de répondre à des questions politiques sur l'avenir d'Israël ou sur l'avenir de la solution à 2 États. Ce n'est pas mon devoir aujourd'hui. Mon devoir est de me battre et de lutter pour la liberté et la dignité.
Avant le 7 octobre, le Hamas avait cette position selon laquelle il était ouvert à une trêve à long terme. Et même certains membres du Hamas, y compris vous, ont déclaré qu'un État dans les frontières de 1967 était acceptable, ou du moins méritait d'être discuté. Quelle a été la réponse d'Israël et des États-Unis lorsque vous avez tenté de faire ces ouvertures, lorsque vous avez essayé de discuter de ce compromis? Je pense que les Israéliens, tous, de l'extrême droite à l'extrême gauche, n'ont jamais sérieusement envisagé ni soutenu l'idée de deux États. La meilleure proposition jamais discutée du côté israélien consistait à créer une entité politique qui soit moins qu'un État. C'était pendant le mandat d'Yitzhak Rabin, qui était le fondateur du processus de paix. Quelque chose d'un peu moins que cela. Mais personne en Israël ne parlait clairement ou fermement du droit des Palestiniens à avoir un État pleinement indépendant et souverain. En ce qui concerne les Israéliens, voyez-vous, les Israéliens utilisent généralement une terminologie qui reflète ces politiques. Depuis 70 ans, ils parlent des Palestiniens, ou même de ceux qui vivent dans les villes, comme des Arabes. Ils ne parlent pas des Palestiniens, parce qu'ils ne veulent pas les reconnaître comme un peuple, comme une nation. En ce qui concerne les Américains, malheureusement, depuis 67 ans, qu'ils soient démocrates ou républicains, tous ont soutenu aveuglément la position d'Israël. Par conséquent, malgré tous les accords entre Israël et les Palestiniens, à Oslo, à Wye River, à White Plantation, à Camp David, ils ont toujours soutenu la position israélienne. Je pense que les Américains n'ont jamais été équitables ni justes et qu'ils ont constamment soutenu la position d'Israël. Et je dois dire que si les Américains sont vraiment sérieux à propos de ce qu'ils disent concernant le Moyen-Orient, à propos de la prospérité, de la stabilité, du calme, de la paix, des accords d'Abraham et de tous ces termes, il est impossible d'atteindre ces grands objectifs sans résoudre la question palestinienne. Toute tentative de contourner les Palestiniens ou la question palestinienne conduit exactement à ce que nous avons vu le 7 octobre. Le 7 octobre a été un acte de défense contre l'occupation et le blocus. C'était une réponse à des années de négligence envers les Palestiniens, aux efforts pour éviter ou écarter la question palestinienne, et à l'idée de s'adresser directement aux Arabes sans la traiter. Si les Américains s'intéressent réellement à la paix, à la stabilité et à la prospérité ici, la seule voie est de résoudre la question palestinienne et d'aider les Palestiniens à obtenir leurs droits nationaux véritables et justes. Sinon, ils pourront peut-être imposer un plan quelconque, le plan Trump ou un autre, par tous les moyens, mais ce ne sera qu'une question de temps avant la prochaine explosion. Lorsqu'il s'agit de résoudre la question palestinienne, en tant que membre d'une faction palestinienne, comment pouvez-vous y parvenir si vous êtes aussi divisé? Il y a eu quelque chose appelé la Déclaration de Pékin, conclue entre les factions palestiniennes il y a plus d'1 an, qui évoquait une voie vers l'unité. Mais cela ne s'est pas concrétisé. Quelle est la relation entre le Hamas et l'autorité palestinienne? Et peuvent-ils faire partie de l'avenir palestinien alors qu'ils sont largement perçus comme collaborant avec l'armée israélienne, voire soutenant le génocide, et qu'ils semblent clairement s'efforcer d'exclure le Hamas de tout avenir? Malheureusement, nous sommes divisés. C'est la réalité, je ne peux pas le nier. Nous avons fait beaucoup d'efforts, pas seulement au cours des 20 dernières années. Nous nous sommes rencontrés de nombreuses fois pendant des milliers d'heures, au Caire, à la Mecque, à Alger, à Moscou, à Pékin, à Istanbul et à Doha, en essayant d'atteindre l'unité et la réconciliation. Parce que nous croyons, je parle de Hamas,
nous croyons que l'unité n'est pas un choix. L'unité est une nécessité. Parce que nous sommes divisés, je pense que nous avons échoué à tirer parti de ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années et du vaste soutien international à la cause palestinienne. Je pense qu'il y avait une grande opportunité d'obtenir un certain soutien politique, par exemple pour un État sur les frontières de 1967, mais nous avons échoué à cause de notre division. C'est l'une des raisons. Comme je l'ai dit, nous avons fait beaucoup d'efforts, mais nous avons échoué. À Pékin et ailleurs, au Caire, nous avons rencontré 14 factions, y compris le Fatah de Ramallah. 14 factions, including Fatah from Ramallah, and we have all signed one document. Et nous avons tous signé un document. Mais malheureusement, lorsque nos frères du Fatah sont retournés à Ramallah et ont présenté le résultat de ces discussions, qui avaient été acceptées par toutes les factions, il y avait un consensus à ce sujet. Il a été rejeté et jeté à la poubelle par la direction là-bas. Je pense que, malheureusement, ils croient encore pouvoir trouver une voie vers la paix ou vers un État palestinien avec les Israéliens. Et sur la base de cette mauvaise évaluation, ils continuent de répondre aux exigences israéliennes les unes après les autres. Même si nous avons clairement vu que les Israéliens formulent de nouvelles exigences chaque jour. Dans le même temps, ils laissent les colons libres d'annexer davantage de terres, d'attaquer des Palestiniens et même de refuser les besoins de soutien financier de l'autorité palestinienne à Ramallah. Par conséquent, nous pensons que cette approche a échoué. La voie d'Oslo de 1993 a échoué. Au contraire, les résultats sont désastreux. Avant Oslo, nous comptions au maximum 80 000 colons en Cisjordanie. Aujourd'hui, on parle de 800 000 à 1 million. À l'époque, il n'y avait que quelques colonies en Cisjordanie. Maintenant, on parle de zones totalement annexées de facto. Aujourd'hui, des membres de la Knesset, ministres, police, universités, tout y opèrent. Ils peuvent acheter des terres. La judaïsation de Jérusalem se poursuit, avec des gens expulsés de leur maison chaque jour. Ils modifient le statut de la mosquée Al-Aqsa, en violation du droit international et des accords entre l'autorité palestinienne, la Jordanie et les Israéliens. Par conséquent, nous estimons que cela a échoué. Ce fut un grand désastre. C'est pourquoi nous avons appelé à maintes reprises à organiser des tables rondes, ceux qui croient à la voie politique et ceux qui croient à la résistance, afin de trouver un moyen d'élaborer une feuille de route pour l'avenir palestinien. Et je pense que toutes les autres factions sont également engagées sur le plan national et suffisamment pragmatiques pour trouver un compromis entre ces deux voies au service de l'avenir et des intérêts stratégiques palestiniens. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune réponse de l'autorité palestinienne à Ramallah, en particulier de la part de sa direction. Je crois que cela est aussi en partie dû à des pressions extérieures. Je parle d'Israël. Je parle des Américains. J'étais au gouvernement en tant que ministre de la Santé, et il était clair lorsque Netanyahou a dit un jour à Mahmoud Abbas, soit la paix, soit le terrorisme. Je veux dire soit la paix, soit la réconciliation avec le Hamas. Même Obama l'a dit, soit Israël, soit le Hamas. On ne peut pas choisir les deux. Cette pression extérieure, combinée à la situation complexe sur le terrain, rend les choses extrêmement difficiles. Mais je pense que nous n'avons pas d'autre choix que d'être unis, de nous rassembler autour d'une même table, d'étudier toutes les expériences des 30 dernières années et de trouver une voie médiane, un compromis, une feuille de route, afin que nous puissions ensemble servir les intérêts palestiniens. Selon les sondages, le Hamas bénéficie d'un soutien populaire plus important en Palestine que le Fatah, le mouvement de Mahmoud Abbas. Pourtant, le dirigeant politique le plus populaire est un membre du Fatah, Marwan Barghouti, qui est, comme vous le savez, un prisonnier politique. Or,
le Hamas a tenté d'obtenir la libération de Marwan Barghouti. Pourquoi avez-vous tant œuvré pour la liberté de quelqu'un qui n'appartient même pas à votre propre faction? Et pourquoi Israël est-il si réticent à libérer une personne largement considérée comme le Mandela palestinien? Widely seen as the Palestinian Mandela. One of the goals for the Al-Aqsa L'un des objectifs de l'opération Déluge d'Al-Aqsa était de libérer des prisonniers, de récupérer nos prisonniers, tous ou au moins une partie d'entre eux. Et à aucun moment, nous ne parlions uniquement de nos prisonniers. Je veux dire des prisonniers du Hamas. Nous parlions de tous les prisonniers. Ainsi, au cours des négociations, nous avons présenté une liste de prisonniers dont nous demandions la libération, provenant de toutes les factions. Et finalement, parmi les 250 prisonniers palestiniens libérés dans le cadre de cet accord, ceux qui avaient été condamnés à perpétuité, 155 appartenaient au Fatah. Les autres, environ 90, étaient répartis entre le Hamas, le FPLP, le Djihad islamique et d'autres. Peut-être que le Hamas était la deuxième ou la troisième faction dont les prisonniers ont été libérés. Nous n'agissons donc pas uniquement pour défendre les intérêts de notre mouvement ou de notre faction. defending the interests of our movement, of our faction. This is one. Second, I think we believe that C'est le premier point. someone like Marwan, Deuxièmement, nous pensons que la libération de quelqu'un comme Marwan Barghouti, Ahmad Saadat, le secrétaire général du FPLP et d'autres dirigeants importants pourrait influencer la scène politique palestinienne. the dynamics, Cela pourrait modifier la dynamique de la direction palestinienne. therefore, Par conséquent, la libération de Marwan Barghouti, d'Ahmad Saadat et d'autres pourrait nous aider à atteindre les objectifs dont nous avons parlé. L'unité et la réconciliation. Et puis, au final, Marwan est un prisonnier palestinien qui a été arrêté parce qu'il a résisté à l'occupation. Et c'est une cause noble. Nous devons nous battre pour le soutenir et obtenir sa libération, car il n'a pas été arrêté pour trafic de drogue ou pour un acte criminel. Il a été arrêté parce qu'il a aidé un groupe de résistance à lutter pour sa nation. resistance group to struggle for their nation. The president of Syria, Ahmed al-Shara, formerly Le président de la Syrie, Ahmad al-Shara, anciennement Mohamed al-Jalani, était récemment à Doha pour le forum de Doha. Lorsqu'on l'a interrogé sur son passé d'ancien chef d'Al-Qaïda en Syrie, il a souligné que personne ne qualifie jamais Israël de terroriste pour avoir tué 60 000 civils à Gaza. Et il a déclaré que cela devrait être considéré comme du terrorisme. C'était donc un mot de soutien au peuple palestinien. Mais en même temps, Al-Shara vient d'être félicité par le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, pour avoir interrompu les livraisons d'armes au Hezbollah. Et le Hezbollah a payé un très lourd tribut pour s'être tenu aux côtés du Hamas et avoir résisté à Israël après le 7 octobre. Quelle est votre opinion sur la coopération de la Syrie avec les États-Unis pour couper les livraisons d'armes au Hezbollah? Le Hezbollah, qui a aidé à résister à Israël et en a payé le prix fort. Hezbollah, which helped resist Israel, has paid a big price for it. As a broad line, we in Hamas En principe général, nous, au sein du Hamas, et cela est clairement indiqué dans notre charte, en particulier dans le nouveau document politique publié en 2016-2017, ne nous immisçons pas dans les affaires intérieures des pays qui nous entourent. Ces pays doivent décider eux-mêmes de leur programme politique, de leur coalition et de leurs objectifs. Ce que nous croyons, c'est que nous, Palestiniens, sommes occupés et opprimés. Et nous appelons au soutien de tous dans la région et au-delà, Arabes, musulmans et personnes libres à travers le monde, pour nous aider à atteindre nos objectifs. Et bien sûr, lorsque nous parlons de soutien, nous espérons un appui plus fort de la part de nos voisins, en particulier de ceux qui souffrent du même ennemi. who are suffering from the same enemy. I mean, Lebanon has an occupied territory. Je veux dire, le Liban a un territoire occupé par les Israéliens, tout comme la Syrie et la Palestine. Par conséquent, nous attendons un soutien fort de la part de tous nos frères et sœurs de la région, en particulier de ceux qui luttent contre le même ennemi. Ce que nous recherchons et ce que nous avons déclaré publiquement
c'est que nous souhaitons à la Syrie l'unité, la stabilité et la prospérité, et qu'elle reste dans le cadre régional, en œuvrant à se débarrasser de toutes les formes d'occupation et d'hégémonie des puissances coloniales. Par conséquent, tôt ou tard, je pense que la Syrie n'aura d'autre choix que de s'aligner sur tous ceux qui combattent l'occupation sioniste et les puissances coloniales qui la soutiennent. Mais la manière dont elle le fera, et le moment où elle le fera, cela relève de sa décision. Nous ne pouvons pas décider à leur place. Pour nous, le Hezbollah se bat avec acharnement, lutte et défend sa propre terre, qui est occupée, contre l'agression israélienne continue. Et donc oui, nous pensons qu'il mérite d'être soutenu par tous dans la région. Mais encore une fois, en général, nous n'intervenons pas dans tous ces détails entre différents pays et groupes. Nous pensons que la Palestine doit être la boussole de tous les peuples libres de la région. Et au-delà, tous unis derrière la lutte palestinienne, quelle que soit la nationalité, la race, la couleur, l'origine ethnique ou même l'appartenance confessionnelle. Nous croyons que toute division dans la région, en particulier les divisions confessionnelles, ne sert qu'aux Israéliens. Dernière question. Pour revenir au sondage, tous les sondages palestiniens montrent que le Hamas conserve une base solide de soutien populaire, y compris en Cisjordanie. Mais il y a des Palestiniens, et j'en connais certains à Gaza, qui disent « Nous n'avons pas donné au Hamas un mandat pour le 7 octobre. Nous n'avons pas accepté de sacrifier toute notre vie, nos maisons, notre territoire pour cette cause. » Quel serait donc votre message pour eux? Que le Hamas bénéficie encore d'un soutien aussi fort n'a rien d'étonnant. Je suis au courant de nombreux sondages réalisés avant le 7 octobre, principalement par des centres de recherche indépendants, etc. Il était clair que le Hamas bénéficiait toujours d'un soutien important, mais lorsque les gens étaient interrogés sur le Hamas en tant que tel, avec sa vision, son idéologie et son programme politique, le soutien était plus faible. Le soutien était bien plus fort lorsqu'il s'agissait de l'idée de résistance. Je veux dire, il y a un groupe qui soutient le Hamas en tant que Hamas. Mais lorsqu'on place cela dans le contexte de la résistance, une bien plus grande partie du peuple palestinien soutient le Hamas, le djihad islamique et d'autres. Je crois que c'était quelque chose comme 35 ou 36% qui soutenaient le Hamas lui-même. Mais lorsqu'il s'agissait de la résistance du Hamas et de celle du djihad, c'était autour de 90%. Deuxièmement, oui, je dois respecter toute opinion venant des Palestiniens, qu'ils soient avec le Hamas ou contre le Hamas. Car au bout du compte, ils sont comme moi les propriétaires de la terre. Ils ont le droit d'exprimer leur opinion, pour ou contre. Mais je pense qu'aujourd'hui, partout, par exemple aux États-Unis ou dans les pays les plus démocratiques d'Europe, il existe un gouvernement qui bénéficie d'une majorité, et ce gouvernement sert les intérêts de tout le peuple, sur la base d'une élection légitime. Le Hamas a été un gouvernement élu par la grande majorité des Palestiniens, et par conséquent, décider d'aller dans une direction ou une autre est légitime. Mais que certaines personnes soient contre cela, je pense qu'il n'y aura jamais de consensus total derrière une décision dans aucun pays. C'est normal et attendu, surtout après une confrontation aussi dure et brutale, d'avoir ce genre de discussion, d'avoir des opinions différentes et que certaines personnes ne soient pas d'accord. Mais cela ne devrait jamais consister à accuser quelqu'un d'être un traître ou un espion. Non, nous sommes tous contre l'occupation, généralement favorables à la résistance, mais nous pouvons avoir des opinions différentes sur la manière de le faire, le moment de le faire et la raison de le faire. Pour moi, même avant le 7 octobre, nous n'avions vraiment qu'un seul choix,
mourir sous une roquette israélienne ou mourir par manque de médicaments et de nourriture. by an Israeli rocket or to die by absence of medicine and food. Therefore, there was no choice to have a better life. Par conséquent, or a better il n'y avait future. pas de choix possible pour avoir une vie meilleure ou un avenir meilleur. La plupart des discussions portaient sur la question de savoir s'il fallait mourir très publiquement, en direct sur Facebook, ou mourir en silence à cause de l'absence de médicaments et de nourriture. Je pense que nous avons choisi de nous lever, de défendre notre peuple, de résister et d'élever nos voix contre la prison, de frapper aux portes de cette prison et de dire à tout le monde que nous sommes toujours là, que nous luttons et qu'ils doivent résoudre ce problème. Le problème ne vient pas des Palestiniens qui ont agi en légitime défense. Le problème, c'est la prison elle-même. Nous ne cherchons pas seulement à améliorer les conditions de la prison. Nous luttons pour nous en débarrasser. We are struggling to get rid of the prison. But again, I have no choice other than to respect. Mais encore une fois, je n'ai pas d'autre choix que de respecter leur opinion, surtout celle des personnes qui ont perdu leurs proches au cours de ces 2 dernières années, leur maison, la plupart de leurs biens. En même temps, je me suis perdu moi-même. J'ai perdu mon fils, ma mère, une partie de ma famille, ma petite famille, et aussi ma famille élargie. Peut-être 70 ou 80 ont été tués. Je ne parle pas depuis Doha comme quelqu'un éloigné de ces sacrifices. Je partage la même souffrance, je paye le même prix. Mais encore une fois, au bout du compte, quelqu'un doit décider, quelqu'un doit prendre les devants. Nous devons respecter le fait que la grande majorité a choisi cette voie pour faire face à l'occupation. Dr Bassem Naïm, merci beaucoup de me parler, je vous en prie. De rien.